Il existe un livre vraiment miraculeux qui nous vient d'une époque où le Japon était, on pourrait dire, encore tout jeune. C'est une collection de poèmes, le Manyoshu, et ce qu'il y a dedans, ce sont des voix d'une honnêteté, waouh, absolument saisissante. Ma haine pour les puissants ne disparaîtra pas. Cette phrase, elle est tellement brute, tellement puissante. On pourrait croire qu'elle sort d'un pamphlet politique d'aujourd'hui, mais non. Elle vient d'un recueil de poésie japonaise qui a été compilé il y a plus de 1200 ans. Et c'est exactement ce genre d'émotion directe qui définit cette œuvre. En fait, le Manyoshu, c'est bien plus qu'un simple vieux livre de poésie. On le décrit souvent comme un registre des âmes. Imaginez un endroit où des gens de toutes les classes sociales sont venus mettre leur cœur à nu, avec leur joie, leur tristesse, leur amour, et surtout sans aucun filtre. Alors, pour vraiment saisir la profondeur de ce livre, il faut qu'on fasse un petit voyage dans le temps, qu'on explore le monde qu'il a vu naître. On part pour le Japon entre le milieu du 7e et la fin du 8e siècle. Cette période, on peut la voir un peu comme l'adolescence du Japon. D'un côté, dans la capitale, un nouvel État impérial, très inspiré du modèle chinois, était en train de se construire. Mais de l'autre, dès qu'on sortait de la ville, eh bien, on tombait sur un monde complètement différent. Un monde où les vieilles croyances animistes et les dieux de la nature régnaient encore en maître. Et au cœur de cette transition, de ce choc des cultures, on trouve celui qui a compilé l'anthologie, Otomo no Yakamochi. Son clan, les Otomo, c'était la vieille noblesse militaire. Pour eux, ce qui comptait, c'était les épées, la loyauté. Mais voilà, il se faisait doucement éclipser par une nouvelle élite de bureaucrates, le clan Fujiwara, qui eux étaient des experts en manœuvres politiques. Donc, pour Yakamochi, qui voyait son monde littéralement disparaître sous ses yeux, compiler le Manyoshu, ce n'était pas juste un projet littéraire. Non, c'était un véritable acte de résistance silencieuse. C'était sa manière de graver dans le marbre pour l'éternité ce qu'il appelait le cœur du peuple japonais, qui était en train de s'effacer. D'accord, mais alors qu'est-ce qui rend cette collection si spéciale, si unique qu'on la lit encore plus de 1200 ans plus tard? On peut dire que son génie tient en 3 points essentiels. D'abord, c'est une édition incroyablement démocratique. Ensuite, c'est une véritable explosion d'émotions. Et enfin, elle révèle une unité avec la nature qui est juste totale. Le premier point, c'est son côté démocratique. Et ça, c'est vraiment extraordinaire pour l'époque. Juste à côté des poèmes des empereurs, on va trouver les textes de soldats anonymes, de paysans, d'artistes de rue et même de mendiants. Dans une société avec une hiérarchie ultra stricte, le message était clair. Peu importe qui a écrit le poème, si c'est bon, ça a sa place ici. Deuxièmement, l'émotion. Brute, sans aucun phare. Écoutez ça. Je sens que je vais mourir tant je veux te voir. C'est direct, il n'y a pas de retenue, pas de filtre intellectuel. Les Japonais ont un mot pour ça, le magokoro, le cœur sincère, sans artifice. Et franchement, cette franchise, elle est bouleversante. Et enfin, troisième point, cette unité complète avec la nature. Pour ces poètes, la nature n'était pas juste un joli décor, pas du tout. C'était le miroir de leurs propres émotions. En gros, ils ne disaient pas « je suis triste et dehors il pleut », mais plutôt « le paysage pluvieux est ma tristesse ». La nuance est énorme. Bon, pour vraiment s'immerger dans leur vision du monde, il y a 2 croyances fondamentales à comprendre, 2 idées qui animaient tout leur art. La première, c'est le kotodama, qu'on pourrait traduire par « l'âme des mots ». C'était la croyance qu'un pouvoir spirituel presque magique habite dans les mots eux-mêmes. Du coup, un poème chargé d'une émotion vraiment puissante pouvait, selon eux, émouvoir les dieux et même changer la réalité. La seconde idée clé, c'est le mujo, la conscience de l'impermanence. C'est cette idée très profonde que tout change constamment, que rien ne dure éternellement. Et cette prise de conscience, loin de les rendre tristes, les poussait à aimer le moment présent avec encore plus d'intensité et à vouloir capturer ces instants fugaces dans la forme éternelle d'un poème. Maintenant, ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette collection, elle n'est pas juste une pile de poèmes mis au hasard. Non, non. Si on les lit dans l'ordre chronologique, on voit se dérouler sous nos yeux un véritable drame historique en 4 actes. Tout commence avec l'âge de la légende, avec les chants majestueux des premiers empereurs. Ensuite, on entre dans l'âge d'or. La poésie devient un art public, partagé. Puis vient l'âge de l'individualité, où le réalisme social fait son entrée. Et enfin, on arrive au crépuscule, l'ère de Yakamochi, une période marquée par une introspection beaucoup plus délicate, plus solitaire. Et l'une des voix les plus poignantes de cette toute dernière période, c'est le cri d'un garde-frontière, un sakimori, un homme arraché à sa famille pour aller servir à un poste à des centaines de kilomètres de chez lui. Le jour de mon départ, mon père et ma mère m'ont caressé la tête, encore et encore, en disant « Je t'en prie, reste en vie ». Ces mots et leur toucher, je ne peux tout simplement pas les oublier.
Vous voyez, il n'y a aucune figure de style compliquée ici. Juste la douleur pure de la séparation et l'amour immense qui se trouve dans un simple geste. Yakamochi lui-même, il capture parfaitement ce sentiment de crépuscule. En regardant la beauté du printemps, il ressent une tristesse sans nom, comme s'il sentait déjà que tout ça allait disparaître. Cette sensation, si délicate, elle est à l'origine d'un des concepts les plus importants de l'esthétique japonaise, le mono no awe, le pathos des choses. Au final, le monde du Manyoshu, c'était un monde sans filtre Instagram, sans filtre de réseaux sociaux. Les gens pleuraient quand ils avaient envie de pleurer, ils criaient leur amour sans aucune honte. Et ça nous amène forcément à une question. Et si on communiquait avec cette même honnêteté aujourd'hui? Finalement, ouvrir ce livre, c'est un peu comme s'asseoir et discuter avec des amis qui auraient vécu il y a 1200 ans. Et on se rend compte d'une chose toute simple. Malgré les siècles qui nous séparent, leurs soucis, leurs joies, leurs peines sont étonnamment proches des nôtres. Parce que le cœur humain, lui, au fond, il ne change pas.